Ça découle d'un appel qui venait des fonds de recherche du Québec qui portait sur l'exploitation sexuelle. Pas simplement des mineurs, parce que très souvent on fait l'association que c'est des mineurs, mais là dans ce cas-ci, c'est aussi la commercialisation donc du sexe, ce qui veut dire que ça inclut tout ce qui est escorte, prostitution avec des femmes adultes, qui sont possiblement consentantes dans certains cas, moins dans d'autres. Mais de toute manière, peut-être que les gens savent pas, mais depuis quelques années au Canada, la marchandisation du sexe, donc l'achat de services, c'est criminalisé. Donc, ça inclut en fait l'exploitation de mineurs, puis l'achat de services sexuels auprès de femmes adultes. Et donc, il y a trois volets essentiellement qui répondent à trois objectifs qui étaient poursuivis par l'appel qui a été lancé par les fonds. Une centration sur la prévention, une centration sur les clients, puis une centration sur les victimes ou femmes qui donnent des services. Tous les termes sont compliqués dans ce domaine-là. Hein. Il y a carrément c'est certain qu'une mineure est une victime. Il y a des femmes majeures qui sont des victimes. Il y a des femmes majeures qui se considèrent pas des victimes. Mais donc, ça couvre un peu tout ça. Donc, évidemment, il y a toujours eu des rapports d'argent dans ce champ-là, si vous voulez, social, mais de le voir comme un marché permet d'inclure, comme je le disais tout à l'heure, des situations où on n'a pas le rapport forcément de domination d'un homme de 40 ans qui domine une jeune fille de 16 ans. Par exemple, ça peut inclure une exploitation financière. Il y a des femmes dans ça qui font ce boulot-là. En fait, c'est loin d'être un premier choix. Et puis, ça permet aussi d'essayer de repérer, si vous voulez, tous les réseaux sociaux qu'il y a derrière. Là, on est du côté, si vous voulez, du 2.0, là, du numérique. Donc, il y a maintenant, je vous l'apprendrai pas, des sites en ligne, d'escorte, de massage, des forums de discussion entre acheteurs en fonction des goûts des uns et des autres. Ils peuvent se donner des conseils. Donc, ça permet de sortir peut-être du rapport, en fait, qui est déjà en soi très important. Là. Je suis pas en train de dire que cette vision-là, elle était limitée puis incomplète, mais ça permet d'élargir un petit peu la focale, puis d'inclure donc d'autres formes de domination commerciale, monétaire, puis de voir le business qui se fait derrière ça en considérant les réseaux sociaux, puis toutes les plateformes numériques. Ben, essentiellement, c'est d'améliorer les pratiques puis les politiques parce que dans le cadre des actions concertées des fonds de recherche du Québec, il y a toujours des partenaires qui travaillent avec le fonds, qui sont plus qu'impliqués, là, ils sont partie prenante. Donc, dans ce cas-ci, c'est essentiellement le ministère de la Sécurité publique, le ministère de la Santé et des Services sociaux pour ce qui est des mineurs, qui donc sont hautement intéressés à savoir ce qui est possible comme moyen d'action, comme intervention, ce qui existe, ce qui a déjà été fait ici au Québec puis ailleurs. Parce que dans 2 des projets sur 3, il s'agit surtout de faire donc une recension d'écrits. C'est pas il y a un des 3 projets dont on pourra peut-être parler qui est vraiment une recherche, mais 2 des 3 sont donc des recensions d'écrits. En anglais, on dit scoping review, donc c'est vraiment un balayage très large. Il n'y a pas de présélection au départ de chercher tel ou tel type d'intervention. On veut un peu tout voir, ce qui existe. Ensuite, d'évaluer ce qui a été mis à l'épreuve sur le plan scientifique. Donc, ce qui est juste de l'innovation, en fait, je regrette presque d'avoir dit juste de l'innovation. En fait, c'est important l'innovation. Mais ce qui a été un peu plus loin, ce qui a été modélisé, ce qui a été éventuellement évalué, où est-ce qu'on a des données,
Et puis donc de transmettre ces informations-là à nos partenaires. Donc on a des partenaires du ministère de la Justice, du ministère de la Sécurité publique, du ministère de la Santé et des Services sociaux, qui eux, probablement, en fait, s'ils ont lancé cet appel-là, ils ont besoin d'avoir, je dirais, un peu de conseils sur ce qu'il faudrait mettre maintenant en place pour prévenir, dissuader, réhabiliter les clients, prévenir, dissuader, puis permettre le rétablissement des femmes qui sont dans ces travaux-là. Donc, en gros, c'est une variation, si vous voulez, autour de ce qui fonctionne, là, en anglais, là, what works, en fait, qu'est-ce qui marche, ou surtout, qu'est-ce qui fait que ça marche. Quels sont les ingrédients importants qui font que ça pourrait avoir un effet. Le titre, pour le résumer, c'est long, comme les chercheurs, on est habitué de faire trop long, mais c'est essentiellement les leviers d'intervention auprès des clients potentiels ou actuels. Par client potentiel, on entend surtout des adolescents, jeunes adultes qui sont, je dirais, présentent déjà un certain nombre de facteurs de risque. Donc, on pense pas aux adolescents du Québec en général, mais bon, par exemple, certains jeunes qui ont déjà un attrait pour la domination dans les rapports de genre, qui ont peut-être même, vous savez, dans le milieu des centres de jeunesse, il y a déjà des jeunes qui sont proxénètes, qui sont ou sinon taxis, qui vont véhiculer les filles, qui connaissent quelqu'un qui est dans ce milieu-là. Donc, c'est ce qu'on entend par des acheteurs potentiels. Les acheteurs actuels, bon, sont évidemment ceux qui sont déjà des utilisateurs donc de services. Donc, par rapport à ces deux publics-là, les acheteurs potentiels, les acheteurs actuels avérés, il y a essentiellement au moins 3 ou 4 grandes approches qu'on peut adopter. La première, c'est ce qu'on appellerait peut-être la prévention ciblée, donc de repérer des groupes à haut risque et puis donc d'essayer d'intervenir auprès d'eux d'une manière éducative. Si on pense, par exemple, à des garçons qui sont déjà placés dans des centres de réadaptation et puis qu'on met en place un programme d'éducation à la sexualité, au consentement, rapport de genre, on pourrait dire ça, c'est un exemple de prévention ciblée. Après, il y a des programmes qui sont dits plutôt de dissuasion. Donc ça, c'est un terme qui nous vient de la criminologie. Dissuader, bon, c'est décourager de faire la chose, évidemment, en bon français. Et donc là, on peut y aller encore là avec des campagnes d'information, de sensibilisation. Un exemple, aux États-Unis, il y a des villes où on a affiché sur les panneaux routiers la photo d'une jeune fille avec la question en bas, et si c'était votre propre fille? Bon, ça c'est comme de la dissuasion, vous savez, on essaie qu'il y a quelqu'un qui va regarder ce message-là et que ça va faire réfléchir. Il peut y avoir de la dissuasion aussi plus localisée, donc des communautés qui se regroupent, des quartiers où il y a une vigie. Moindrement qu'on voit qu'il y a la même voiture qui passe régulièrement, en fait, on prend la photo de sa plaque d'immatriculation. On travaille avec les policiers. Éventuellement, il pourrait y avoir donc un genre d'affiche encore là sur un quartier chaud de Montréal où cette fois-ci on verrait plutôt souriez, vous êtes filmé. Bon, ça c'est la dissuasion. Ensuite, on arrive à la troisième de quatre. Ce sont pour nous ce qu'on appellerait des personnes qui sont pour la première fois impliquées là-dedans. En criminologie, excusez le jargon un peu, on appelle ça des primo-délinquants. C'est la première fois en fait qu'on les rencontre. Et donc on peut leur proposer une mesure qui est dite de déjudiciarisation. C'est-à-dire que plutôt que d'aller au tribunal et puis qu'ils finissent avec un casier judiciaire, on peut leur proposer un plan B.
Aux États-Unis, donc, ils ont développé un modèle qui repose sur le paiement d'une amende et 1 ou 2 journées d'éducation. Comme là-bas, les vendeuses de sexe ont souvent l'habitude de prénommer leurs clients un John. C'est comme c'est un John, voilà. C'est comme Tiggy ici, là, ou je sais pas quel prénom on pourrait utiliser. Donc, ça s'appelle les John Schools. Donc, c'est l'école pour les Tiggy, c'est l'école pour les John. Et donc, il y a 1 journée ou 2 où ces gars-là donc vont pendant 5 ou 6 heures entendre des témoignages, être sensibilisés à la loi, aux impacts possibles sur eux, en fait, d'avoir un casier judiciaire, des problèmes de santé, même des MTS, des choses comme ça, le consentement, le respect de la femme, l'évolution des statuts, etc. Donc, c'est un 2 jours éducatif, l'école des John. Et puis, la quatrième mesure possible, c'est qu'il y a eu à ce moment-là vraiment une criminalisation de la situation, que le dossier est passé à la cour, qu'il y a une peine. Ça sera très rarement une peine de prison pour des infractions comme ça, mais que donc, dans la peine, il y a l'obligation de suivre un programme. Donc, de la prévention à la dissuasion, à la journée de déjudiciarisation, jusqu'au programme qui ferait partie d'une peine comme telle. Imaginez un 10 séances, par exemple. Il faut que les gars ils se présentent 10 après-midi dans un programme. Donc, le but, c'est de faire le tour de tout ce qui existe. Dans toutes les langues, en fait, dans toutes les langues, oui, on fera pas, mais en français, en anglais, en espagnol, on va essayer de faire donc une mise à plat, un portrait de tout ce qui existe, de ce qui a été évalué, pour faire des recommandations. Donc, comme je vous le disais, aux partenaires qui ont financé cette action-là. L'idée, donc, c'est comment on peut s'y prendre pour prévenir, dissuader, sensibiliser et, à la limite, réhabiliter des personnes qui sont dans l'achat du sexe. Ouais. Mais moi, je vois au moins 3 éléments. C'est certain que la situation des mineurs en fugue, il y a quelques années, a sensibilisé les milieux politiques. Donc, ça remonte peut-être à 2015, 2016. Enfin, c'est pas en 2015, 2016 que ça s'est produit pour la première fois, là, mais c'est en 2015, 2016 que c'est vraiment devenu un sujet, une préoccupation. Donc, les mineurs en fugue, exploités sexuellement, euh, qui font même, je dirais, le dossier avant la commission Laurent, là, parce qu'en ce moment, on était très pris dans la commission Laurent, mais moi, j'ai l'habitude de dire, on navigue des fois là, d'une urgence nationale à une autre. Là, puis j'espère que ça passera pas comme de l'ironie, mais c'est vraiment comme ça que ça se passe. Donc, avant qu'on soit dans la fillette de Granby, c'était l'exploitation sexuelle des mineurs en fugue, qui était en fait l'urgence nationale. Donc, il y a eu ça. Il y a eu effectivement des changements sur le plan législatif, donc dans le code criminel, à partir du moment où même la marchandisation, c'est-à-dire l'achat de services avec une femme adulte qui se dit consentante, etc., devient donc un délit potentiel pour l'acheteur et non pas pour la femme. Ça joue aussi. Et puis, la troisième chose, c'est que depuis 10 ou 15 ans, ben, on s'aperçoit que le client est resté relativement dans l'ombre. Donc, il y a eu beaucoup de mesures et d'actions qui ont été prises pour protéger ou intervenir auprès des femmes ou des jeunes filles qui sont donc dans ce marché-là. On a des programmes pour les délinquants sexuels avérés, mais les acheteurs de sexe sont pas forcément définis comme étant des délinquants sexuels, c'est autre chose. Et puis donc là, on s'ouvre un peu les yeux qu'il faut aussi qu'on se penche sur ces clients-là, parce que tout à l'heure, vous me posiez la question, quel est l'intérêt ou en fait la valeur ajoutée de regarder ça comme un marché? C'est que s'il n'y a pas de clients, évidemment, il n'y a plus de marché. Donc, il faut qu'on s'intéresse absolument à qui est John, qu'est-ce qui le motive, et puis, d'une certaine manière, qu'est-ce qui pourrait le sensibiliser
aux répercussions donc des choix qu'il fait. Puis il y a un troisième joueur dans tout ça, évidemment, dans certains cas pas toujours, mais qui est le proxénète. Donc, ça, c'est pas le projet que moi je mène, mais tout à l'heure, je vous disais, il y a 3 projets. Il y en a un des 3 qui s'intéresse aussi au proxénète. Donc, là, on imagine une espèce de triangle comme ça, où il y a la personne qui vend ses services sexuels, la personne qui achète des services sexuels. Puis entre les deux, ben, il y a un proxénète qui est donc l'entremetteur, parfois plus ou moins criminalisé, plus ou moins abuseur, etc. Donc, ça permet d'avoir une vision plus, je dirais, systémique ou plus complète là, du phénomène et pas de simplement s'adresser aux jeunes femmes ou aux femmes adultes en leur disant apprenez à sortir de ça ou à vous protéger ou autre. Donc, je pense que c'est plus complet comme analyse de la situation, puis comme plan d'action après là, sur ce qu'on fait. Qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'est-ce qu'on grande question, hein, qu'est-ce qu'on peut faire pour intervenir auprès d'un proxénète? Ben, on a des chercheurs chez nous à l'UJD, là, je suis content de le dire, Mathilde Turcotte, René-André Brisebois pour les nommer, qui s'essaient sur ce terrain extrêmement complexe, là, en fait, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour faire prendre un pas de recul à des proxénètes qui vivent dans cet univers-là, qui est plus juste machiste, là, qui est carrément parfois misogyne et exploiteur du corps des filles. Donc, mais on n'a pas le choix que d'y aller. Il faut que, si on veut régler ce problème-là, il faut qu'on y aille. Ben, jusqu'à 2015-2016, je dirais, on était plus ou moins dans la moyenne des villes comparables. Là. Évidemment, il faut comparer avec des villes nord-américaines, comme vous l'avez dit, européennes. Pour des raisons géopolitiques, on ne peut pas comparer avec le restant de la planète. Depuis 2015, selon plusieurs indicateurs, il semble quand même qu'il y ait une hausse. Donc, je dirais pas qu'on est encore dans une région rouge où c'est catastrophique, mais il y a eu clairement depuis 2015, enfin selon les indicateurs des centres jeunesse, des organismes communautaires, des services policiers, une augmentation. Ce qui fait que moi, de dire de manière assez simple, là, je pense qu'on est rendu dans une zone plutôt orange par rapport à des moyennes de pays comparables à la nôtre. Ça va être vraiment une recherche partenariale. Donc, à chacune des étapes, comme c'est de la recension des écrits, on pourrait penser que c'est les universitaires qui vont s'en occuper et puis qu'on va donner ensuite la synthèse à nos partenaires, mais ce ne sera pas le cas. Quand on va commencer même la recension des écrits, on va les consulter sur les mots-clés qu'on a retenus, les articles qu'on pense sélectionner. À chacune des étapes, donc on a prévu au moins 3 ou 4 ateliers durant tout le déroulement du projet. Ils vont être vraiment partie prenante, pour utiliser ce mot-là, et non pas simplement des utilisateurs de connaissances, là, comme le veut le langage consacré. On va faire ça avec eux. Donc, ils vont pouvoir régulièrement échanger avec nous, puis apporter donc leur contribution à chaque étape de la recension, puis des conclusions qu'on va en tirer.